La belle-mère a forcé sa belle-fille à épouser un mendiant. Mais ce qu'il a révélé lors du mariage a choqué tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Et laissez un j'aime sur la vidéo pour continuer à regarder. La pluie battait doucement contre la vitre de la limousine, tandis qu'Isabella serrait ses poignets contre les délicats rubans de satin qui les enveloppaient. Ses mains tremblaient incontrôlablement, alors que la robe blanche en dentelle, impeccable dans ses détails, semblait l'étouffer à chaque respiration. À chaque virage de la route sinueuse, son cœur s'accélérait encore plus, comme s'il voulait échapper au destin qui approchait. Elle regarda par la fenêtre et vit l'imposante maison des Duarte apparaître devant elle, ses lumières brillant comme une scène préparée pour un spectacle cruel. « Je ne vais pas me marier », murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. « Ah, si, tu vas le faire », dit Madame Helena, assise à côté d'elle, un sourire glacial décorant ses lèvres parfaitement peintes. « Et tu vas apprendre la leçon que tu mérites. » Le portail en fer s'ouvrit avec un grincement métallique qui résonna comme un présage sombre. La porte de la limousine fut ouverte par deux gardes du corps corpulent, stratégiquement positionnés pour empêcher toute tentative de fuite. Le bas de la robe traînait sur le sol mouillé, tandis qu'Isabella était conduite le long de l'allée pavée. De l'autre côté de la cour, des journalistes se bousculaient, luttant pour capturer des images de ce moment surréaliste. Elle pouvait entendre les murmures qui coupaient l'air comme des lames. « Est-ce vrai? Va-t-elle vraiment épouser un mendiant? Quelle humiliation !» Le salon était rempli de visages curieux et malveillants, tous avides d'assister à ce spectacle bizarre. L'hôtel improvisé brillait sous les lumières dorées. Et, debout là, se trouvait Jonas. Ses vêtements étaient simples mais propres. Ses cheveux en désordre et ses yeux attentifs trahissaient un malaise constant. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son regard, quelque chose qu'Isabella n'arrivait pas à déchiffrer. Jonas fixa ses yeux sur elle. Il n'y avait ni moquerie, ni pitié dans son expression, juste quelque chose de mystérieux et d'indéchiffrable. Le juge s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes. « Pouvons-nous commencer ?» Isabella sentit l'envie de crier, de courir, mais les mains d'Helena s'enfoncèrent dans son épaule avec une force calculée. « Si tu fuis, je détruirai l'orphelinat que tu aimes tant », chuchota la belle-mère, ces mots comme du poison dans son oreille. Le cœur d'Isabella s'effondra. Elle regarda Jonas, qui serra les poings en percevant la terreur dans ses yeux. « Isabella Duarte, acceptez-vous Jonas comme votre légitime époux ?» Le silence pesa dans l'air. Les larmes brûlèrent dans ses yeux. « Oui », chuchota-t-elle, sa voix presque sans vie. « Jonas, acceptez-vous Isabella comme votre légitime épouse ?» Jonas hésita. La salle entière retint son souffle. Puis, avec un mouvement doux, il inclina légèrement la tête. « Oui !» Le juge hocha la tête et poursuivit les formalités. Quand l'alliance froide toucha son doigt, Isabella sentit comme si une chaîne invisible l'emprisonnait. Le juge déclara la fin de la cérémonie et les flashs des appareils photo explosaient comme de petits éclairs. Jonas s'approcha, faisant semblant de se pencher pour le baiser traditionnel, et murmura près de son oreille « Ce n'est pas fini ». Isabella sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas si c'était une menace ou une promesse d'espoir. À la réception, Jonas était traité comme une attraction de cirque. Les invités riaient ouvertement, sans prendre la peine de cacher leur mépris. « Alors, mendiant, combien de temps avant que tu ne disparaisses avec le coffre-fort de la famille ?» se moqua un homme d'affaires en costume italien, levant sa coupe de champagne. Jonas serra son verre de jus, les jointures de ses doigts blanchissants, mais resta impassible. De l'autre côté de la salle, Isabella essayait désespérément de se fondre dans les ombres, d'échapper aux regards et aux commentaires malveillants. Helena, cependant, l'intercepta avec la grâce d'un serpent. « Tu vois, maintenant tu connais ta place », dit la belle-mère, ajustant une mèche de ses cheveux parfaitement coiffés. « Cette manie que tu as de vouloir aider les pauvres, regarde où ça t'a mené. »
Isabella sentit son visage brûler. Elle voulait répondre, mais savait que chacun de ses mots ne ferait qu'empirer la situation. Jonas, qui observait la scène de loin, s'approcha d'un pas décidé. « Excusez-moi, madame », dit-il à Helena, forçant un ton respectueux qui masquait à peine sa véritable intention. « Je dois parler à mon épouse. » Helena fronça les sourcils mais recula, ses talons hauts marquant chaque pas sur le sol en marbre. Jonas prit la main d'Isabella et la conduisit jusqu'au balcon où l'air de la nuit offrait un bref répit de l'atmosphère étouffante de la fête. « Tu n'as pas besoin de me défendre ?» dit-elle, épuisée. « Je ne l'ai pas fait pour toi » répondit Jonas, son regard fixé sur l'horizon nocturne. « Je l'ai fait parce qu'elle doit savoir qu'elle ne me contrôle pas. » Il y avait quelque chose d'intense dans son regard, quelque chose qui fit ressentir à Isabella une étrange sensation de sécurité. « Pourquoi as-tu accepté de m'épouser » demanda-t-elle directement. « Parce que j'ai un objectif » répondit-il. « Et c'était ma seule chance. » Isabella sentit son corps se raidir. « Quel objectif ? Faire tomber ta belle-mère » Dans le salon, Helena observait le balcon avec des yeux plissés, comme une prédatrice calculant son prochain mouvement. Elle prit son téléphone et chuchota à quelqu'un de l'autre côté de la ligne. « Ne les quittez pas des yeux. Je veux savoir chacun de leurs pas. » L'horloge marquait minuit quand Jonas sentit ce frisson familier sur sa nuque. La sensation d'être observé, quelque chose qu'il avait appris à reconnaître après des années de survie dans les rues. Du balcon, son regard parcourut les portails du manoir jusqu'à trouver un homme arrêté près du jardin, faisant semblant de regarder son téléphone. Jonas enregistra mentalement chaque détail. La veste noire, la casquette grise, le regard fixé dans sa direction. « Nous sommes surveillés », dit-il à voix basse à Isabella. Elle suivit son regard, sentant son estomac se retourner. « Par qui ?»« Helena », répondit-il sans hésiter. « Elle ne fait confiance à personne. Elle va savoir que nous nous méfions. » Elle le sait déjà. Jonas expira lentement. Mais maintenant, elle sait que nous sommes aussi attentifs. L'homme dans le jardin, réalisant qu'il avait été repéré, s'éloigna discrètement. Jonas observa chacun de ses pas disparaître dans l'obscurité. « Et maintenant » demanda Isabella, sa voix trahissant son appréhension. « Maintenant » répondit Jonas. « Nous jouons son jeu. » Le lendemain matin, Helena organisa un petit déjeuner formel pour la presse. Les journalistes avaient été stratégiquement invités et les gros titres des tabloïds ne parlaient que du mariage inhabituel d'Isabella Duarte avec Jonas, le mendiant devenu mari. Jonas entra dans le salon vêtu d'un costume simple. La coupe n'était pas élégante, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une dignité qui ne correspondait pas à l'image qu'Helena essayait de peindre de lui. À ses côtés, Isabella maintenait une expression neutre, entraînée par des années de vie en haute société. « Ah, le couple du moment !» dit Helena, sa fausse sympathie dégoulinant comme du miel empoisonné. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Les caméras se tournèrent vers eux comme des vautours affamés. Le petit déjeuner se transforma rapidement en une conférence de presse informelle. Des questions surgissaient de toutes parts, chacune plus acide que la précédente. « Jonas, comment c'était de quitter la rue pour épouser une héritière ?» « Isabella, avez-vous honte de cette situation ?» Isabella respira profondément, rassemblant son courage pour répondre, mais Jonas prit les devants. « Honte ?» Il rit, un son sec qui portait des années d'histoire non racontées. « Je ne me suis pas marié avec une fortune. Je me suis marié avec une femme admirable. La honte, c'est de vivre en pensant que le statut définit le caractère. » Les caméras enregistrèrent avidement la déclaration. Helena serra les dents, mais maintint son sourire plastifié. « Comme c'est émouvant, n'est-ce pas ?» dit la belle-mère, sa voix distillant l'ironie. « Jonas a de la chance. C'est un miracle que quelqu'un comme vous soit arrivé jusqu'ici. »« Les miracles ne m'ont pas amené ici, » répliqua-t-il, ses yeux fixés sur les siens. « Seulement la vérité. » Helena resta immobile pendant une seconde et Jonas réalisa qu'elle avait compris le message caché dans ses paroles.
Le petit déjeuner se termina avec une atmosphère tendue, flottant dans l'air. À la sortie, Jonas chuchota à Isabella. « Elle sait que je sais quelque chose. Mais que sais-tu exactement ? Que cette famille cache un secret, et je vais découvrir lequel. » Dans son bureau, Elena déverrouilla un tiroir secret et sortit une vieille photo. Un enfant aux cheveux sombres, à côté d'un homme souriant. Avec des doigts tremblants, elle déchira la photo en deux, séparant l'enfant de la figure paternelle. « Tu ne vas pas tout détruire, Jonas, » chuchota-t-elle, sa voix chargée d'une promesse sombre. « Pas cette fois. » La nuit tomba sur la ville, comme un manteau lourd de secrets. Jonas et Isabella marchaient côte à côte dans un quartier éloigné, leurs pas résonnant dans les rues vides. À chaque ombre projetée par les lampadaires, l'instinct de survie de Jonas pulsait plus fort. La rue, après tout, avait été son professeur le plus cruel et le plus efficace. « Où allons-nous » demanda Isabella, serrant son manteau contre elle. « Un endroit sûr » répondit Jonas sans ralentir. « Mais nous ne pouvons pas rester longtemps. Ils doivent nous suivre. » Isabella regarda par-dessus son épaule. Elle ne voyait personne, mais la paranoïa commençait à s'installer dans son esprit comme un brouillard dense. Le talon bas de ses chaussures coûteuses touchait le sol humide et fissuré d'une réalité qu'elle n'avait jamais connue de près. « Tu as vécu ici ?» murmura-t-elle en remarquant une ruelle étroite remplie de matelas abandonnés et de sacs en plastique. « J'ai vécu. »« J'ai survécu », répondit Jonas, sa voix portant le poids de 1000 histoires non racontées. Jonas montra une porte métallique rouillée. « Nous allons entrer. » Il frappa 3 fois, puis 2 fois. Le métal gémit et une fente s'ouvrit, révélant des yeux méfiants. « Jonas ?» demanda une voix rauque. « C'est moi, Tonico. J'ai besoin d'un abri. » La porte s'ouvrit complètement. De l'autre côté se trouvait un homme maigre avec des cicatrices sur le visage et des vêtements usés. « Je pensais que tu avais disparu, » dit Tonico, regardant Isabella avec méfiance. « Qui est la princesse ?»« Épouse, » répondit Jonas. « Longue histoire. »« Je parie que oui, » murmura Tonico, mais il les laissa passer. En entrant, Isabella sentit l'odeur de moisie et de nourriture simple. L'environnement était étroit, mais il y avait une organisation propre, des matelas propres au sol, des boîtes de conserve soigneusement empilées, des vêtements pliés dans des coins stratégiques. Des enfants dormaient dans des coins protégés et des personnes âgées jouaient aux cartes en silence. « Bienvenue dans ce qui reste de la ville », dit Jonas, observant son expression. Isabella déglutit. Son esprit traitait encore les événements des dernières 48 heures, le mariage forcé, la révélation de Jonas sur son désir de faire tomber Elena, et maintenant, cela, le monde parallèle au sien, si proche et en même temps si lointain. « Pourquoi as-tu voulu m'épouser ?» demanda-t-elle, lorsqu'ils s'assirent à une table en plastique dans le coin de la pièce. Jonas passa la main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa tension. « Ce n'était pas pour toi, » dit-il sincèrement. « C'était pour ce que ta famille représente. Tu as dit que tu voulais faire tomber ma belle-mère. Pourquoi ? Parce qu'elle a détruit ma vie. » Le silence fut coupé par une boîte qui tomba au sol à proximité. Jonas ne réagit pas. Il était prisonnier du passé qui insistait maintenant pour refaire surface. « En réalité, mon nom est Gabriel Duarte, » dit-il, baissant le ton. « Je suis le fils de ton beau-père, l'homme que ta mère a connu avant de partir. » Isabella écarquilla les yeux, son monde tournant comme un carrousel incontrôlé. « Cela n'a pas de sens. Mon père, il est parti il y a des années, et tu ne peux pas être son fils. » Jonas tendit le bras et sortit de sa poche un pendentif usé. Il l'ouvrit et montra une vieille photo. Un homme aux cheveux sombres tenant un bébé. Au verso, on pouvait lire « Pour Gabriel, mon trésor ». Isabella reconnut l'homme, c'était son père. Isabella sentit son cœur s'accélérer tandis que les souvenirs d'enfance envahissaient son esprit comme un film au ralenti. Le père toujours méfiant, les disputes étouffées la nuit,
Et puis, l'accident soudain qui avait tout changé. « Et que veux-tu faire maintenant » Sa voix sortit presque dans un murmure. « Prouver qu'elle a détruit ma famille et qu'elle continue à détourner l'argent, » répondit Jonas, ses yeux fixés sur les siens. « Mais je ne peux pas faire ça seule. » Isabella hésita. Toute sa vie avait été construite sur cet héritage. Si Jonas avait raison, tout était un mensonge soigneusement orchestré. « Et si je t'aide, que se passe-t-il après » Jonas la regarda intensément. « Nous nettoyons le nom de ma famille et utilisons l'argent pour ce qui compte vraiment. »« Aider les enfants ?» demanda Isabella, se souvenant des foyers sociaux qu'elle avait toujours voulu soutenir. « Oui, mais avant cela, nous devons lui survivre. » Des heures plus tard, Jonas monta sur la terrasse pour prendre l'air. Tonico s'approcha, son expression chargée d'inquiétude. « Tu vas te frotter à des gens dangereux, mon frère, » avertit-il. « Cette Elena, on dit qu'elle a des gens importants dans sa poche. Je sais, mais je ne vais pas m'arrêter maintenant. » Tonico soupira. « Fais attention, Jonas. Dans les rues, on apprend que qui joue avec le serpent finit par se faire mordre. » Jonas acquiesça, mais en regardant l'immeuble au loin, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Une silhouette immobile sur le toit opposé, tenant ce qui ressemblait à des jumelles. Ils nous ont trouvés. Jonas descendit en courant. « Isabella, lève-toi, maintenant. Que se passe-t-il » « Ils sont ici. » La porte métallique explosa dans un fracas assourdissant. Le métal tordu vola à travers l'abri, et Jonas attrapa Isabella par le poignet, la tirant derrière une pile de matelas. L'odeur de poudre et de rouille remplit l'air. « Restez baissés !» cria Tonico, essayant de protéger un groupe d'enfants effrayés. Des pas lourds résonnèrent sur le sol en béton. Des ombres envahirent le hangar, accompagnées du son métallique d'armes étant préparées. Jonas jeta un coup d'œil par une fente et reconnut la silhouette de Ferreira, le garde du corps le plus fidèle d'Elena. « Ils nous veulent », chuchota-t-il à Isabella. « Nous devons sortir d'ici. »« Comment » demanda-t-elle, les yeux écarquillés de peur. Jonas montra une trappe rouillée dans le coin de la pièce. « Par le souterrain. Allons-y. » Pendant que les gardes fouillaient l'endroit, Jonas rampa avec Isabella jusqu'à la trappe. Tonico les vit et fit un signe discret. Jonas souleva la trappe, révélant un escalier qui menait aux tunnels anciens de la ville. « Descendez !» dit Tonico. « Je vais les distraire. »« Tu vas risquer ta vie pour nous ?» questionna Isabella, incrédule. « Jonas m'a sauvé la vie il y a des années. C'est mon tour maintenant. Allez-y. » Jonas hésita une seconde, puis descendit, tirant Isabella avec lui. La trappe se referma au-dessus de leur tête. Au-dessus, ils entendirent Tonico crier « Hé, les lâches, par ici !» Des coups de feu résonnèrent, faisant frissonner Isabella. Jonas serra sa main fermement. « Nous devons continuer. » Les tunnels étaient humides, sombres et étroits. Le son de l'eau qui goutte résonnait sur les murs de béton comme une horloge souterraine marquant chaque seconde de leur fuite. Jonas marchait d'un pas ferme. Il connaissait ce labyrinthe depuis ses 13 ans, quand il s'était perdu pendant des jours après avoir fui un foyer problématique. « Que veulent-ils exactement » demanda Isabella, brisant le silence oppressant. « Le journal » répondit-il, « et toute preuve qui pointe vers les actes de ta belle-mère. » Isabella porta la main à la poche intérieure de son manteau où le petit carnet de cuir était caché. Le souvenir du moment où elle l'avait trouvé dans le bureau de son père la hanta. L'écriture familière, les notes mystérieuses sur les détournements et le nom Gabriel écrit plusieurs fois. Ce journal peut faire tomber Elena ? Il peut, si nous trouvons ce dont nous avons besoin. Soudainement, ils entendirent des pas pressés résonner derrière eux. « Ils nous suivent », chuchota Jonas. Ils accélérèrent dans le tunnel. Jonas savait qu'il y avait une sortie près d'une bouche d'égout qui menait au quartier industriel. Ils tournèrent 2 coins, mais les pas continuaient à les poursuivre. « Nous allons devoir courir », dit-il. Isabella obéit sans poser de questions. L'air devint plus lourd, les muscles brûlaient, mais ils continuèrent. En apercevant l'échelle en fer qui menait à la sortie,
Jonas poussa pratiquement Isabella vers le haut. « Monte, vite !» Elle grimpa les barreaux rouillés, Jonas juste derrière elle. Les pas des poursuivants se rapprochèrent de plus en plus. Dès que Jonas atteignit le couvercle de la bouche d'égout, il entendit un coup de feu. Le métal de l'échelle vibra sous ses pieds. Avec une dernière impulsion, il poussa le couvercle et sortit à la surface. Ils émergèrent dans une ruelle entourée d'entrepôts abandonnés. Jonas traîna Isabella jusqu'à une vieille voiture garée, dont la porte était entr'ouverte. « Ici. » « À qui est cette voiture ? » « Peu importe. Dans les rues, les voitures comme celle-ci ont toujours des propriétaires invisibles. » Jonas baissa le pare-soleil et une clé tomba. Il démarra le moteur et la voiture partit dans un grand vrombissement. Dans le rétroviseur, il vit Ferreira sortir de la bouche d'égout et pointer dans leur direction. La vitre arrière se brisa. Jonas fit un virage brusque et accéléra. « Ils ne vont pas abandonner, » dit Isabella, haletante. « Non, c'est pourquoi nous devons comprendre ce qu'il y a dans ce journal. » Jonas conduisit jusqu'à un garage abandonné dans une ancienne usine de ciment. À l'intérieur, la faible lumière d'un lampadaire éclairait le journal qu'Isabella tenait de ses mains tremblantes. Les premières pages étaient des notes commerciales ordinaires, mais en avançant, ils trouvèrent des passages intrigants. Transaction 345. Fonds détournés vers un compte anonyme. Opération coordonnée par HB. Avec supervision. Conflit croissant. Elena insiste sur l'expansion des détournements. Inquiet pour Gabriel. Je ne peux pas le laisser vulnérable. Réunion avec l'avocat demain. Si quelque chose arrive, le vrai testament est caché dans... La phrase se terminait brusquement. Le vrai testament, murmura Isabella. Ton père a essayé de protéger l'héritage et probablement ton identité, dit Jonas. En suivant H, ce sont des preuves qui peuvent détruire ta belle-mère. Mais où serait ce testament? Jonas fronça les sourcils, essayant de déchiffrer les indices. Nous devons trouver cet avocat. En sortant du garage, ils remarquèrent qu'une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Ils nous ont retrouvés, dit Jonas. Cours! Ils coururent vers une ruelle latérale. La voiture noire démarra en dérapant dans leur direction. Jonas poussa Isabella vers un escalier et sauta derrière elle. Le véhicule heurta une benne à ordures, mais fit rapidement marche arrière. « Nous ne pourrons pas fuir éternellement, » dit-elle, le cœur battant dans sa poitrine. « C'est pourquoi nous devons être plus rapides. » Jonas sortit le vieux téléphone que Tonico lui avait donné et composa un numéro. « Qui appelles-tu » ? « Quelqu'un qui connaît les rues mieux que moi. » L'appel fut décroché avec un craquement. « T'as-tu ? C'est moi. J'ai besoin de faire disparaître quelqu'un maintenant. »« Point de rendez-vous » demanda la voix de l'autre côté. « Ancien terminal de la ligne 4, dans 10 minutes. » Il raccrocha. « Allons-y. » Le terminal était sombre et silencieux. Quelques minutes plus tard, un vieux taxi s'arrêta. Le chauffeur, un homme chauve avec des tatouages dans le cou, leva un sourcil. « Joli couple. Qu'avez-vous fait ?»« Je te raconterai plus tard, t'as-tu. Emmène-nous au centre historique. » La voiture partit, disparaissant dans les rues étroites. Dans le centre historique, ils s'arrêtèrent devant un vieil immeuble avec une façade en marbre usé. Sur la porte, on pouvait lire « Cabinet juridique Almeida and Vasconcelos, avocat depuis 1945. » « L'avocat de ton père travaillait ici, » dit Jonas. « S'il y a un testament caché, il est derrière ces portes. » Isabella regarda la porte, puis Jonas. « Nous entrons dans un jeu dangereux, n'est-ce pas? Nous y sommes entrés depuis le moment où ta belle-mère nous a forcés à nous marier. » Jonas saisit la poignée et poussa la porte. Elle grinça, s'ouvrant lentement. De l'autre côté, un homme grisonnant les regarda. « Jonas Duarte ?» demanda l'avocat. Jonas se figea. « Vous me connaissez ?» L'homme acquiesça. « Votre père m'avait dit que vous viendriez un jour. » Le cœur de Jonas s'emballa. Que savait d'autre cet homme? Le silence dans le bureau était étouffant. La lumière jaunâtre de la lampe éclairait le visage sévère de l'avocat,
qui gardait les yeux fixés sur Jonas. « Mon père savait que j'étais vivant ?» demanda Jonas, brisant le silence. L'avocat Almeida soupira et passa la main sur les vieux papiers sur son bureau. « Votre père avait des soupçons. Peu avant de partir, il m'avait laissé des instructions pour garder un document important. Il m'avait dit que si un jour vous apparaissiez, je devrais vous le remettre. » Almeida ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe scellée. Jonas la prit de ses mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une copie d'un testament. « Voici tout, » dit Almeida. « Votre père a laissé la majeure partie des biens à son fils légitime, Gabriel Duarte. Sa belle-fille Isabella devait avoir une part destinée à la fondation qu'il prévoyait de créer. Mais Almeida fit une pause significative. Le document n'a jamais été officiellement enregistré. « Pourquoi ?» demanda Jonas, sa voix trahissant son anxiété. « Parce que votre belle-mère a saboté le processus. Quand votre père est parti, elle a présenté un faux testament dans lequel elle apparaissait comme la principale bénéficiaire. » Jonas serra les dents, contenant la colère qui menaçait de déborder. Isabella porta la main à sa bouche, choquée. « Et cela a une validité légale ?» demanda-t-elle. « Cela en aurait si nous pouvions trouver l'original. »« Ceci n'est qu'une copie, » répondit Almeida. « L'original, selon votre père, a été caché. » Jonas se pencha sur le bureau. « Où ?»« Dans un coffre-fort de l'ancien orphelinat du quartier industriel. Votre père disait que personne ne soupçonnerait un endroit aussi simple. » Jonas échangea un regard significatif avec Isabella. « Alors c'est là que nous devons aller. »« Soyez prudent, » avertit Almeida. « Elena découvrira si vous vous approchez de cet endroit. Elle a des yeux partout. » Jonas acquiesça et rangea la copie dans la poche intérieure de sa veste. « Merci. » Ils se levèrent pour partir, mais en ouvrant la porte, ils se retrouvèrent face à un homme grand et chauve en costume sombre qui tenait quelque chose à la main. « Fin de la ligne, » dit l'homme. Jonas poussa Isabella derrière lui et tenta de fermer la porte, mais l'homme la frappa violemment. L'avocat Almeida essaya de se lever, mais fut rapidement maîtrisé. « Courez !» cria-t-il. Jonas attrapa la main d'Isabella et sauta par la fenêtre latérale. Le verre se brisa autour d'eux. Ils tombèrent sur le sol en béton de la ruelle. « Par ici !» Jonas tira Isabella vers une ruelle étroite. Les pas lourds du poursuivant résonnaient juste derrière. « Ils sont trop près !» dit Jonas. Il aperçut une benne à ordures ouverte et tira Isabella à l'intérieur, s'accroupissant sous des sacs poubelles pendant que l'homme passait en courant dans la rue. « Tu crois qu'il est parti ?» chuchota Isabella. « Non !» répondit Jonas. « Il attend juste le bon moment. » Le bruit d'un moteur résonna dans la ruelle. Une voiture noire apparut lentement. La fenêtre s'abaissa et Jonas reconnut Ferreira au volant. « Jonas, Jonas !» dit Ferreira, avec un sourire moqueur. « Tu aurais dû accepter ton rôle, gamin. Maintenant, tu vas finir comme ton père. » L'orphelinat était un vieux bâtiment abandonné, avec des fenêtres cassées et des murs couverts de mousse. Jonas et Isabella sortirent du taxi et s'approchèrent par la ruelle latérale. « Le coffre-fort est dans l'ancien bureau du directeur », se souvint Jonas. Ils forcèrent la porte latérale et entrèrent. Le plancher en bois grinçait sous leurs pieds, tandis qu'ils montaient les escaliers vers le bureau. « Là !» montra Isabella. La porte du bureau était entr'ouverte. Jonas la poussa lentement. Au centre de la pièce, il y avait un coffre-fort encastré dans le sol. Bingo! Ils s'approchèrent, mais remarquèrent que le coffre avait un panneau numérique. « Nous avons besoin du code, » dit Jonas. « Que dirait ton père? Une date importante ?» Jonas ferma les yeux, essayant de se souvenir. Soudain, les paroles de son père résonnèrent dans sa mémoire. « N'oublie jamais le jour où nous sommes nés ensemble, Gabriel. »« 15h03, murmura-t-il. « Quoi ? Mon anniversaire. » Il tapa les chiffres. 1503. Le coffre fit un clic. Jonas ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée avec le sceau doré de la famille Duarte. « Nous l'avons !» s'exclama Isabella. Mais en se retournant pour partir, ils entendirent des pas s'approcher.
Jonas Duarte demanda une voix sortant de l'ombre. Jonas se retourna. Un homme en costume gris, cheveux courts et regard perçant sortit de l'obscurité. « Qui êtes-vous » demanda Jonas, se maintenant entre l'étranger et Isabella. « Je m'appelle Ricardo Mendes. J'ai travaillé pour votre père comme détective privé. » Jonas sentit son cœur s'accélérer. « Que savez-vous de tout ça ?»« Je sais qu'Elena n'a pas agi seule. Il y a tout un réseau de personnes puissantes derrière elle. Votre père l'avait découvert et avait essayé de me prévenir, mais il n'est pas arrivé à temps. » Isabella fit un pas en avant. « Pourquoi nous aidez-vous maintenant ?»« Parce que j'ai promis à votre père de protéger la vérité, » répondit Ricardo, sortant une clé USB de sa poche. « Voici tout ce que j'ai découvert ces dernières années. Nom, date, transaction. Elena n'est que la pointe de l'iceberg. » Jonas prit le dispositif avec prudence. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? Parce que j'ai aussi tout perdu à cause d'eux, et parce que je sais où trouver les dernières preuves que votre père a cachées. » Un bruit à l'étage inférieur les fit tous se figer. « Nous avons de la compagnie », chuchota Ricardo. « Il y a un passage secret derrière cette étagère. Il mène à la cave. Utilisez-le. Et vous, je vais les distraire. Retrouvez-moi demain à midi au Café Central. Si je ne viens pas, cherchez une femme nommée Marina Alves à la rédaction du journal La Vérité. Elle a le reste des preuves. » Jonas hésita, mais Isabella le tira vers l'étagère. En déplaçant le meuble, ils découvrirent une porte étroite. « Allez-y !» insista Ricardo. « Et Jonas, votre père serait fier. » Ils entrèrent dans le passage, tandis que Ricardo fermait l'étagère derrière eux. Le chemin était étroit et sombre, éclairé uniquement par la lumière du téléphone d'Isabella. « Tu lui fais confiance ?» demanda-t-elle, pendant qu'ils descendaient un escalier raide. « Je ne sais pas, » répondit Jonas. « Mais il connaissait mon père. Et maintenant, nous avons plus d'indices qu'avant. » Le café central était animé quand Jonas et Isabella arrivèrent le lendemain. Ils choisirent une table au fond, d'où ils pouvaient observer l'entrée. Midi vint et passa. Ricardo n'apparut pas. « Quelque chose ne va pas, » dit Jonas, vérifiant l'heure pour la 10e fois. « Nous devons aller au journal. » À la rédaction du journal La Vérité, ils trouvèrent Marina Alves, une journaliste d'âge moyen aux yeux perspicaces et à l'allure décidée. En entendant le nom de Ricardo, elle les emmena rapidement dans une salle réservée. « Ricardo m'a contacté hier soir, » dit-elle, verrouillant la porte. « Il savait qu'il était suivi. Il m'a remis ceci. » Marina ouvrit un tiroir et en sortit un gros dossier. « Ce sont tous les documents que votre père a rassemblés sur le système d'Elena et ses associés. J'enquête sur cette histoire depuis des années, mais je n'ai jamais eu assez de preuves. » Jonas feuilleta les documents, ses yeux s'écarquillant à chaque page. « C'est beaucoup plus grand que ce que nous imaginions, » murmura-t-il. « Elena ne détourne pas seulement l'argent de l'entreprise. Elle a créé tout un réseau d'entreprises fantômes pour blanchir de l'argent à travers des œuvres sociales.